Qu'est-ce qu'il y a? Bon alors... On recommence. On recommence. Tiens. En deuxième, Agathe, tu salues. En premier, Adèle. Et en troisième? Ex aequo. Estelle. Et leur maman, Lucie Labassin. Puisque j'ai le micro, j'en profite pour saluer Olivier Perrault, qui était le dernier artiste qui a travaillé à Marcel Rivière. Et puis remercier Nicolas. On a entendu que Nicolas Ah, j'ai dit ça, c'est vrai. J'étais partie pour enchaîner, remercier Nicolas Roméas, le directeur de la collection Humain d'abord, c'est ça? Non, c'est quoi? Alors, c'est quoi? Ah, c'est pourtant important. Humain et compagnie. Ouais. Qui a organisé cette soirée magnifique. Merci, vous êtes venus nombreux. Je voudrais aussi remercier Jean-Marc. Charles Piquion. Jean-Marc Olivier Perrault, Lucie Labassin. Il manque le papa des petites filles. Il est parti, Philippe Glassman, le papa, qui, pour une fois, s'est produit sur la scène pour la première fois de sa vie. Merci. Je rends le micro à notre cher Nicolas Roméas. Non, ben, l'idée, c'est qu'on ait une conversation, que vous compreniez un peu, comme ça, le sens de l'aventure de ce livre et du matériau vécu qui le nourrit. Donc, l'aventure d'un théâtre dans un hôpital psychiatrique qui, pendant 30 ans, a été organisé, a vécu grâce au travail de Madeleine Amassad. Vous avez compris que c'est l'hôpital de la MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale. Et c'est un parcours quand même assez rare de vouloir faire de la danse dans le cadre de l'éducation nationale. C'est assez rare pour être signalé. C'est possible, ça a été fait. Et tout ça s'est passé dans le sillage de ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle, que moi j'ai découvert il y a longtemps maintenant, grâce à Madeleine, quand on s'occupait de la revue Cassandre-Orchamps, et que nous avions organisé notamment un cycle artistique de paroles, de moments artistiques, qui s'appelait les hors-champs de l'art, où il était question de tous ces lieux qui ne sont pas faits pour ça, qui ne sont pas faits pour l'art, qui ne sont pas a priori faits pour que les spectateurs soient d'un côté, les acteurs de l'autre, et ainsi de suite, qui sont des lieux de difficulté, des hôpitaux psychiatriques, des hôpitaux, des prisons, etc. Et donc on a passé 3 jours comme ça, assez étonnants, dans lesquels on a eu la joie, grâce à Madeleine, de rencontrer Jean Houry et d'entrer dans dans cette aventure, d'entrer mentalement dans cette aventure, de la connaître. Et dans la période qu'on traverse tous, c'est sûr que la mémoire de cette immense générosité, de ce travail qui combat la relégation, qui combat le mépris des uns vis-à-vis des autres, etc., etc. Enfin, ce travail de profonde démocratie, hein, le mot est difficile à employer par le temps qui court, mais c'est un travail de profonde démocratie
a pu exister il n'y a pas très longtemps, existe encore, mais de façon beaucoup moins soutenue et éparse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le théâtre de l'Institut Marcel Rivière, maintenant, il a disparu. Ce théâtre n'existe plus. Et comme nous avions eu l'occasion de travailler avec Madeleine à l'époque où elle s'occupait de ce théâtre et où elle a rencontré dans la revue Olivier Perrault, plasticien, graphiste, photographe, on a continué à se raconter nos histoires, on a continué à en parler, et on s'est dit à un moment donné, j'ai eu l'occasion, moi, de travailler dans une maison d'édition après la perte de la revue. J'ai perdu la revue grâce à Valérie Pécresse, je dis ça en passant, comme ça. Et c'était assez brutal, mais on n'est pas les seuls à avoir perdu un outil culturel et artistique. Et on s'est retrouvés comme ça, quelques-uns, et on s'est dit, il faut absolument faire vivre la mémoire de cette aventure de 30 ans, et essayer de passer le relais, essayer d'expliquer, essayer de faire en sorte que cette flamme ne s'éteigne pas. Voilà. C'est ça dont on peut se parler un peu si vous le souhaitez. Qui est-ce qui a envie de commencer à éventuellement interpeller Madeleine sur son travail? Je sais que c'est très difficile de commencer. On m'a demandé de remercier Philippe Abassade, Martin Abassade, qui tiennent la table des livres. Donc chacun est invité à les retrouver à la table. Et puis, voilà, mais c'est à lui que je pensais. Et remercier le fondateur et directeur de ce lieu, Philippe Burin-Desrosiers. Merci Philippe de nous accueillir. Peut-être que tu pourrais nous dire quelques mots sur ce festival finalement, ce premier geste de festival autour de la folie, on pourrait dire, ou peut-être le dire autrement. Art et folie, oui, bien sûr, art et folie. Le hasard fait bien les choses. Le hasard fait bien les choses. Voilà, parce qu'en fait, il y avait au départ David et qui devait exposer après sa résidence à la cité culturelle de l'hôpital à côté des Temples pendant 1 an, et il a fait les portraits des patients. Voilà, donc il y avait cette idée-là. Et simultanément, la proposition de présenter le livre ce soir. Du coup, on a fait le lien, et on a rajouté deux autres événements. Le 12, une table ronde, et également la projection du film autour de Joseph. La table ronde autour, ce sera une prise de parole et le 12 et le 17. Le 17, on reprend une vieille histoire aux Beaux-Arts avec l'ami Vincent Rioux, qui avait été sollicité, étant lui enseignant aux Beaux-Arts, participer à l'exposition sur Georges Focus, peintre académicien du XVIIe siècle qui est devenu fou et qui a commencé à faire des dessins extrêmement intéressants quand il y a sa période de folie. Voilà, donc on n'aura pas les dessins originaux, mais on aura la projection et surtout les commentaires de Emmanuel Brugerolles, qui était à l'origine de cette exposition Beaux-Arts, qui était aussi matière, un livre qui est aux éditions des Beaux-Arts, qui est aussi. Et pendant toute la durée du cycle, du 3 au 17, on pourra acquérir les 2 livres, et surtout se rendre toujours présent au livre sur Danser avec les fous. Je peux mentionner aussi une chose qui n'est pas encore dans le programme de Philippe Burin-Desrosiers, mais qui aura peut-être lieu ici, on est évidemment d'accord, le 19, qui sera une manifestation, je ne sais pas comment il faut l'appeler, lecture, conférence, rencontre en tout cas, avec 2 hommes remarquables qui sont Paul Alliot et son fils Félix Alliot,
très souffrants et qui traiteront de sujets qui sont proches de ce qui a été évoqué aujourd'hui. Donc je me permets de le dire parce que Paul a proposé cette chose, voyance qui allait se dérouler autour de l'art et de la folie. Et voilà, je répète, c'est pas encore annoncé, c'est comme ça, c'est dimanche 19, mais vraiment j'encourage tout le monde à venir rencontrer ces deux personnes qui sont tout à fait vivantes et exceptionnelles. Paul Alliot et Félix Alliot. Sinon, est-ce qu'on peut demander, parce qu'il y a des tas de lieux culturels en péril, comme tu l'as dit, bien sûr. Moi j'avais travaillé à Coubert, il y a un certain nombre encore d'hôpitaux qui sont capables de faire un travail similaire à ce que vous avez fait. Pourquoi le théâtre a-t-il disparu? Il y a plein de lieux, je vais citer, je continue. Je cite l'Échangeur de Bagnolet, qui est un lieu éminent, qui est à côté d'ici. Tu as parlé de Pécresse, qui est en train d'être, qui est un lieu extraordinaire pour le théâtre contemporain, qui est en train d'être éradiqué de manière vulgaire, minable, par notamment la DRAC. Un lieu qui va disparaître probablement, mais c'est un lieu essentiel. Un lieu de culture et d'art. Oui. À la question pourquoi le théâtre de l'Institut Marcel Rivière a-t-il été détruit, donc il se trouvait dans l'enceinte de l'hôpital psychiatrique, un théâtre de 400 places, certes peu équipé, comme tu l'as rappelé, comme je le raconte dans le bouquin. Donc on s'arrangeait par un principe de solidarité avec les équipements culturels voisins, avec la générosité des artistes qu'on payait par ailleurs. Et ça fonctionnait, c'était difficile, mais ça fonctionnait. C'était difficile parce qu'on était dans l'enceinte d'un hôpital, et puis il fallait franchir le mur pour entrer, etc. Mais bon, ça fonctionnait, c'était vivant. Et puis a été annoncé par la direction de l'hôpital, m'a été annoncé que bientôt le théâtre de l'hôpital, qui était en ordre de marche, sans régisseur certes, mais on se débrouillait, allait être détruit. Et donc j'en parle dans le livre parce que c'était une folie. Enfin, une folie du côté de la tragédie, quoi. Quelle idée de détruire un théâtre historique, porteur d'une histoire sur la psychiatrie et de la nécessité d'avoir des théâtres dans nos vies, dans nos villes, dans nos hôpitaux. Et là, on en avait un. Et d'ailleurs, je salue Patrick qui est venu jouer aussi à l'Institut Marcel Rivière. Et merci d'être venu ce soir. Et toi, tu étais psychiatre et comédien. Donc, comme quoi, on pouvait cumuler les deux. Et donc, alors pourquoi? Eh bien, la réponse la plus absurde, il me semble, c'est de dire que c'est pour des raisons économiques. Donc, le théâtre a été rasé, tous les pavillons qui avaient été répartis dans l'espace, qui permettaient d'ailleurs que les artistes se produisent un peu partout, une circulation des personnes, tout a été rasé et finalement reconstruit sur un espace restreint. Il n'y a plus de théâtre. Et alors, ce qui est étrange, c'est que tout est noir, enfin, la couleur choisie est noire. Il y a un grand parking devant le nouvel hôpital, on se croirait devant un aéroport. Et il paraît que les voisins disent qu'aujourd'hui c'est devenu une prison. Et c'est pas vrai. Juste pour la petite histoire, c'est la version de ce qui a été reconstruit, c'est une version très 19e finalement. C'est la version panoptique de la prison où il y a une tour centrale qui permet de surveiller tout ce qui se passe autour. Donc, et cet hôpital qui avait été construit dans les années 50, avec des unités un petit peu partout, et un lieu central qui était avec un théâtre, une bibliothèque, tout un tas d'équipements, tout ça, au profit d'une version panoptique. C'est clair, c'est limpide, et ça fait faire des économies. Oui. Triste histoire. Bonsoir, merci. Je voulais rebondir sur le terme de démocratie qui était employé. Il y a un passage qui m'a beaucoup touché dans la lecture qui était faite ce soir. C'est un moment où vous dites qu'il fallait laisser venir, ne pas formater, et vous évoquez le
le choix de la danse contemporaine en l'expliquant comme ça. Laisser venir, voilà, et j'aurais aimé vous entendre peut-être développer ce point-là, enfin, de votre travail avec les patients. C'est une question essentielle, ça, le laisser venir, parce qu'on a souvent tendance, surtout quand on est sensible à l'artistique, à vouloir diriger les corps, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et parfois même on demande aux gens de s'habiller de la même couleur. J'y ai participé, il fut un temps, et il a semblé intéressant de réfléchir sur une esthétique faite de nos différences, de nos corps différents, et de nos maladresses, de faire avec ce que nous sommes en humanité. Et pour moi, c'est ça la démocratie. C'est-à-dire vivre ensemble, enfin, une des définitions de la démocratie, c'est vivre ensemble avec nos façons différentes d'être. Il n'y a pas d'étranger par rapport à cette idée de démocratie. Nous faisons communauté. Voilà, bon, il y a cette idée d'intégrer donc la différence dans une esthétique et de ne pas formater les corps, parce que de toute façon, l'avantage quand on travaille en psychiatrie, c'est qu'il y a une résistance à l'ordre convenu. S'il y a parmi nous des gens qui ont travaillé en psychiatrie, si vous voulez faire marcher ou pas des gens hospitalisés depuis longtemps, peut-être qu'on y arriverait, mais alors ça donnerait quelque chose d'extraordinaire, certainement. Et parce que, du fait de la diversité des corps, et parce que nous sommes avec des gens qui résistent à quelque chose d'un formatage. C'est comme ça que j'en parlerai. Et puis on voit bien que du côté des photogrammes que vous avez faits, qu'est-ce que tu peux dire de ça, de cet esprit de démocratie qui dit la pluralité, la liberté aussi? La liberté dans les images. Alors c'est un peu contradictoire parce que quand on est à l'hôpital psychiatrique, on n'a pas le droit, enfin il y a un interdit qui était dans cet hôpital-là, toujours est-il, de photographier les visages. Donc ça met des limites et je pense que c'est dans ces limites-là qu'on peut avancer et faire quelque chose avec tout le monde. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler cet aspect-là. Alors bon, je ne sais pas, on voit peut-être dans les images qui ont été projetées tout ce que j'appelle le degré zéro de l'écriture photographique, qui était de travailler avec juste du papier photographique et des objets posés sur le papier, parce qu'on n'avait pas droit aux produits chimiques. Donc du coup, le soleil, le papier photo et des objets qui étaient posés sur le papier, c'est le principe du photogramme. Et donc on a beaucoup travaillé avec les patients sur cette idée de poser directement des objets sur la matière de l'image photographique. Voilà. Et bon, je pense que là on a effectivement réussi à sortir des choses qui étaient assez étonnantes quand même. Voilà. Je ne sais pas répondre à la question, mais... Si, il y a cette idée de transgresser. C'est une incitation à la transgression que de travailler dans les lieux d'enfermement. Et il me semble qu'il y a une pensée de la démocratie qui peut intégrer l'idée de transgression. Quelle transgression? C'est-à-dire interroger des lois liberticides qui empêchent qu'on puisse élaborer de façon diverse. Alors, c'est toujours embêtant quand on se met à généraliser comme ça, parce que élaborer de façon diverse, si c'est pour, au bout du compte, faire en sorte que tout le monde marche au pas, c'est hors de question. Parce que c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est bien la diversité, la liberté de penser. C'est à nous aussi de définir ce qu'est la démocratie. Et une démocratie sans théâtre, sans art, c'est une démocratie qui serait vidée de son âme. En partie, il faut toujours relativiser. Est-ce que j'ai un peu répondu? Ouais. Nous avons un peu répondu. Oui, bonsoir. Je ne suis pas venu au début de la lecture et l'intitulé c'est Danser avec les fous.
voulais poser la question sur la question des corps en psychiatrie, et les corps des patients, les corps des malades, et les corps sculptés, abîmés pour certains chroniques. Donc, comment vous avez utilisé, comment vous avez réanimé, et quelle est la fonction du corps, en particulier à travers la danse, semble-t-il, mais dont vous n'avez pas fait beaucoup allusion. J'aimerais vous entendre sur ce sujet. Le choix de la danse, il vient d'abord du choix qu'il n'y ait pas les mots, parce que la psychiatrie est un lieu saturé de mots, et puis j'arrivais avec la danse, ce qui est bon. Mais j'étais face à un espace qui édicte des règles par les mots pour tenir les corps. Donc ça, c'est quelque chose dont il me semblait qu'il fallait s'émanciper, s'en sortir, donc passer par la danse, passer par les arts plastiques. Et on est passé quelquefois par le théâtre, mais sans hyper souligner la mémorisation des textes. Donc alléger les mémoires, faire en sorte que les gens qui participaient aux ateliers, aux élaborations collectives, puissent s'emparer de la matière artistique proposée. Et il y a effectivement en psychiatrie cette histoire de la contention des corps par les camisoles chimiques, et puis sont réapparus ces dernières années les objets de contention, donc, à savoir les camisoles, l'équivalent des camisoles de force. Il y a même des catalogues, j'ai vu des catalogues qui sont arrivés dans les services présentant différentes façons d'attacher les personnes très agitées. Et étrangement, il y a une période sous Tosquelles qu'évoquait Nicolas, où il n'y avait plus ces objets de contention-là. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette société qui réintroduit des objets de contention, c'est-à-dire des objets qui vous empêchent de bouger, l'injection forcée, etc. Alors il ne s'agit pas pour autant de faire de l'angélisme et de dire qu'il ne nous arrive pas à nous les humains de passer par des stades complètement dingues qui dérangent les autres, voire qui sont dangereux et qui nécessitent peut-être qu'on nous entoure, qu'on nous retienne. Mais aujourd'hui, ça va un petit peu loin, puisque pour des raisons économiques, on détruit un théâtre, mais pour des raisons économiques, on diminue le nombre des soignants, on introduit des caméras dans les chambres d'isolement, et on laisse parfois le patient attaché pendant des heures et des heures. Alors, dans l'histoire de la psychiatrie, c'est pas nouveau. L'embêtant, c'est qu'à un moment donné, avec cet effort d'humanisation de la psychiatrie, avec des gens comme Jean Houry, Tosquelles, Frantz Fanon, eh bien, aujourd'hui, avec un paysage politique qu'on connaît, qui est en train de changer, il se trouve que ça a été précédé, et c'est encore aujourd'hui, avec le retour de ce qui attache les corps. Donc je voudrais rappeler la phrase de Nicolas Philibert, le cinéaste, qui disait dans les années 90, après avoir travaillé à la Borde, fait tourner la moindre des choses à la Borde, qui disait que l'hôpital psychiatrique est le laboratoire de la société des comportements humains. C'est quand même assez interrogeant de s'apercevoir que objets de contention reviennent et progressivement on a l'apparition dans le champ du politique quelque chose de l'ordre du liberticide dans le champ du politique, dans notre société. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on est en train d'accepter? Peut-être pas nous. La raison financière, c'est complètement farfelu, parce qu'en réalité, tous ces équipements, les caméras, les machins, ça coûte très très cher. Ce qu'on ne veut pas, c'est payer des gens qui travaillent pour aider, pour n'importe quoi en fait. Ce qu'on ne veut pas, c'est que les gens s'occupent des gens. J'ai l'impression. C'était... Ah oui, c'est ça. C'est qu'on est dans une
zombification, là, disait Gori. Oui, c'est ça. C'est pas des gens qui soignent des gens, il y a